Les grands dossiers de l'histoire avec Franck Ferrand sur Radio Classique. Nous sommes à Paris, début janvier 1649, il fait froid. La nuit précédente, la reine Anne d'Autriche a quitté la capitale avec son fils, le jeune roi Louis XIV, et puis celui qui est, on va dire, son conseiller, principal ministre, Mazarin, pour aller se réfugier à Saint-Germain-en-Laye. Vous connaissez cette scène, bien sûr. Paris agité, les rues hostiles à tous ceux qui essaient de rejoindre la cour, et parmi ceux qui, justement, essaient, Madame de Motteville. C'est une femme discrète, Madame de Motteville, sans goût pour l'éclat. Elle est connue pour son esprit mesuré, pour sa bonne facture, sa retenue. Elle marche avec sa sœur vers la porte Saint-Honoré, et là, la foule devient un peu menaçante. Elle n'a rien d'une héroïne, elle ne le prétendra jamais, Madame de Motteville. Et pour se mettre à l'abri, elle se réfugie dans l'église Saint-Roch, au pied du maître-autel, où des amis viennent la secourir. Elle a peur, elle le dira, elle racontera ça, mais déjà, elle observe ce qui se passe autour d'elle. Elle a ce regard assez précis qui va donner des mémoires très utiles, très intéressants. Il n'y a pas d'héroïsme chez Madame de Motteville. Alors, il faudrait peut-être d'abord et avant tout que nous nous posions la question et que nous nous demandions qui elle est. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle est née vers 1621 dans une famille de robes et de lettres où l'on valorise justement les exercices de jugement. Vous savez, la mesure, le silence, le recul sur les choses, avec un destin qui très tôt va se jouer. Sa mère, issue d'une famille d'origine espagnole, est remarquée par la reine Anne d'Autriche, dont elle partage non seulement la langue, mais les habitudes. Ça va créer une proximité. Vous savez, quand il faut se mettre à la place de ces princesses qui étaient littéralement arrachées à leur famille, à leur milieu, à leur culture, et qui se retrouvaient dans une cour lointaine. Elles avaient grand besoin de retrouver auprès d'un certain nombre de personnes de cette nouvelle cour les habitudes de l'ancienne. En 1628, Françoise n'a que 7 ans. Elle est attachée à la personne de la reine, vous imaginez ça, et donc ça va la mettre dans l'intimité de cette cour. C'est pas une cour facile, 1628, voyez où nous en sommes, c'est l'époque de la guerre presque, de cette guerre larvée entre la reine-mère, Marie de Médicis, et le cardinal de Richelieu, le cardinal qui veille avec rigueur sur l'entourage de la jeune reine et qui coupe tout ce qu'on pourrait qualifier de douteux du point de vue espagnol. C'est-à-dire que la France est en guerre contre l'Espagne à l'époque. C'est très difficile, ça, pour la jeune souveraine de représenter en quelque sorte la nation ennemie. Bref, la jeune fille est éloignée de la cour, envoyée en Normandie. Premier exil qui n'est pas vraiment une disgrâce, qui n'est pas vraiment une rupture. C'est une mise à l'écart prudente, disons. Et là, Françoise va recevoir cette éducation soignée, une bonne éducation de lettres, bonne éducation disciplinée. Elle apprend à observer, à écouter. On lui apprend à se taire. Et tout ça, ça va devenir des qualités essentielles, non seulement pour l'office qui va être le sien, mais pour celui qu'elle remplit auprès de nous, c'est-à-dire nous renseigner sur l'intérieur de la cour. J'y viens dans un instant. 1639, c'est le moment du mariage. Elle épouse Nicolas Langlois de Motteville, premier président de la Chambre des comptes de Normandie. Excellent mariage donc, avec un écart d'âge assez étonnant, puisque la jeune fille n'a même pas 18 ans, et que le jeune marié, lui, en a 80, vous imaginez. On se doute que ça va pas faire un mariage extraordinaire, mais ça assure à Madame de Motteville, comme on va désormais l'appeler, une grande indépendance matérielle. Vous imaginez, le mari président de la Chambre des comptes, on peut dire qu'il n'est pas mal loti, cet homme-là, avec une très haute position sociale, et puis avec, disons-le, un veuvage qui ne tarde pas. Elle est douairière très jeune et va pouvoir mener une vie retirée, faite de lecture et de réflexion, d'attente aussi d'une certaine manière, une attente qui prend fin à la mort du roi Louis XIII et à la disparition de Richelieu juste avant lui. On est en 1643, si vous vous rappelez bien. Richelieu meurt en décembre 42 et Louis XIII en mai 43. Anne d'Autriche devient régente. Elle rappelle auprès d'elle tous ceux qu'on avait vus partir, tous ceux qui avaient été écartés par fidélité à sa personne. Et vous imaginez bien que Madame de Motteville revient à Paris, pas pour briller,
Elle est femme de chambre de la reine. Femme de chambre, n'allez pas imaginer cette dame avec un plumeau ou des oreillers sous le bras. C'est un titre honorifique à la cour, bien entendu. C'est une interlocutrice de choix pour la régente, une femme qu'on écoute parce qu'elle ne déforme rien, parce qu'elle est précise, parce qu'elle est juste et retenue, je vous l'ai dit. Et dans cette période déjà troublée, à l'aube de la Fronde, elle est installée dans les appartements de la reine. C'est exactement la place extraordinaire pour ceux qui veulent tout voir, qui veulent être aux premières loges de l'époque. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est une jeune femme qui revient à la cour en 1643. Elle a un petit peu plus de 20 ans. La reine régente en a 42, elle. Le petit roi Louis XIV vient d'avoir 5 ans. C'est un enfant roi. Et le pouvoir est évidemment aux mains de sa mère et de ce principal ministre qui a été recommandé avant de mourir par Richelieu lui-même, c'est-à-dire cet extraordinaire cardinal Mazarin, personnage d'une complexité folle et d'un expédient quasiment sans limite. Madame de Motteville revient donc dans le contexte compliqué de cette époque, mais elle ne cherche aucun pouvoir, elle, même pas d'influence. Très tôt, et ça pour nous c'est infiniment précieux, elle va prendre l'habitude d'écrire. Non pas pour publier, pour retenir les choses simplement. Elle note ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'on lui confie. Et la reine sait que Madame de Motteville écrit tout ça, mais à condition que rien ne circule, ça ne dérange pas Anne d'Autriche. On peut même se demander si d'une certaine manière ça ne la flatte pas. Alors voilà le portrait que Sainte-Beuve consacrait à Françoise Berthaud. Si Madame de Motteville, se tenant à son rôle de femme, ne disant que ce qu'elle a appris par elle-même ou de bonnes sources n'essaie pas de pénétrer les secrets du cabinet, dont elle devine pourtant très bien quelques-uns, elle nous peint au naturel l'esprit général des situations et le caractère moral des personnages. C'est ce côté durable que le temps a dégagé en elle et qui la place désormais à un rang si distingué et si bien établi. L'auteur ne se pique point d'être un politique ou un historien, c'est une femme qui raconte ce qu'elle a été à même de voir par ses yeux ou d'apprendre des personnes les mieux informées. Très sensée, très sûre comme elle l'était, des plus honnêtes gens d'entre les initiés et les habiles aimaient à causer avec elle en passant. Elle se tient d'ordinaire dans le cabinet, c'est-à-dire dans la chambre royale. Elle en fait son centre et s'étend le plus volontiers sur les scènes qui s'y sont présentées à son observation. Magnifique description d'un Sainte-Beuve qui est le maître en la matière. Sainte-Beuve que l'on va bientôt mieux connaître grâce à une biographie qui ne saurait tarder et qui va évidemment éclairer le personnage. Je laisse Sainte-Beuve un instant pour revenir à ma cour, à ma régence. Vous savez que les temps sont difficiles, et à la cour de France, les tensions sont multiples, permanentes. Madame de Motteville voit ce climat se dégrader. Voici ce qu'elle écrit. « Voilà donc la cour belle et grande, mais bien embrouillée. Chacun pensait à son dessein, à son intérêt, à sa cabale. Tous ceux qui étaient revenus après une disgrâce plus ou moins longue croyaient retrouver la même faveur qu'autrefois et ne s'apercevaient pas que la reine n'était plus la même, ni les temps semblables. Le cardinal, d'un esprit doux et adroit, allait travaillant à se gagner les uns et les autres, mais plusieurs, se croyant assurés de leur crédit, résistèrent à ses avances. Chacun voulait être quelque chose, et peu se résolvaient à n'être que ce qu'ils étaient. Excusez-moi, mais avec des phrases comme celle-là, on s'étonne que Madame de Motteville ne soit pas davantage passée à la postérité. Je relis. Chacun voulait être quelque chose, et peu se résolvaient à n'être que ce qu'ils étaient. Magnifique. De là naquirent des mécontentements secrets, des jalousies couvertes et une inquiétude générale qui faisait voir que la paix n'était pas assurée. Ah, quand on a dans le sein des saints un espion non seulement si bien placé, mais si à même de décrire ce qu'il voit, avouez que c'est une chance assez extraordinaire. Alors bon, l'histoire vous la connaissez, l'arrestation du conseiller Broussel, bien sûr, très populaire, arrestation que Mazarin décide en août 48 et qui va marquer le départ de ce qu'on appelle au départ la fronde parlementaire, geste qui va embraser Paris, les rues se hérissent de barricades, ce qui n'était encore qu'une contestation
parlementaire est en train de devenir un vrai mouvement populaire parce que beaucoup de revendications vont venir se greffer là-dessus. Madame de Motteville se trouve dans les appartements de la reine régente. Elle voit cette Anne d'Autriche surprise de ce qui se passe, mais jamais abattue. Tellement de caractère chez cette femme d'État. Elle observe, Madame de Motteville, elle observe la tenue, la manière de recevoir, elle observe la façon dont Anne d'Autriche réagit à ce qu'on lui apprend et comment elle contient son émotion. Elle note le contraste constant entre le tumulte extérieur et la gravité dans laquelle on tient l'intérieur du tout jeune roi et de la régence. Elle écrit à propos de ces moments où la cour apprend la violence de Paris, je la cite: « Les cabinets des rois sont des théâtres où se jouent continuellement des pièces qui occupent tout le monde. Il y en a de simplement comiques, il y en a aussi de tragiques, dont les plus grands événements sont toujours causés par des bagatelles. » Ah oui, on est quand même loin du journal de Sourches ou du journal de Dangeau, là. Ce ne sont pas les petits faits de la cour qui nous sont révélés, ce sont les grands ressorts du pouvoir. Et pour Motteville, la disproportion entre la cause et les effets et le danger qu'on sous-estime, voilà le cœur même de ce qu'elle est à même d'appréhender. Alors on pourrait citer tellement d'extraits des longs mémoires de Madame de Motteville. Elle décrit Anne d'Autriche. « Aimable de sa personne, elle est grande et bien faite, le teint pas si beau, elle a une mine douce et majestueuse qui ne manque jamais d'inspirer dans l'âme de ceux qui la voient l'amour et le respect. Elle a été l'une des plus grandes beautés de son siècle, et présentement il lui en reste assez pour en effacer des jeunes qui prétendent avoir des attraits. Ses yeux sont parfaitement beaux, et le doux et le grave s'y mêlent agréablement. Ces mains qui ont reçu des louanges de toute l'Europe, qui sont faites pour le plaisir des yeux, pour porter un sceptre et pour être admirées, joignent l'adresse avec une extrême blancheur. Si elle a beaucoup d'esprit et parle bien, elle est paresseuse et n'a point lu. Extraordinaire, la franchise de cette femme tellement proche de la régente et qui nous la décrit comme si nous l'avions là, palpitant sous nos yeux. On peut noter quand même la franchise du portrait à une époque où les peintres de peinture, les peintres ont tendance à enjoliver leur modèle. Eh bien, sous la plume de Madame de Motteville, rien n'est enjolivé. Elle reconnaît, Madame de Motteville, chez son sujet, si je puis dire, un intérêt constant au bien de son fils. Dans ses débuts de fronde, la reine était tout occupée des intérêts du roi son fils, et tout ce qui pouvait troubler son repos lui donnait de justes alarmes. Bon, il y a Mazarin qui est là, que Madame de Motteville voit tellement actif, inquiet, prudent, calculateur. Elle ne l'accuse pas encore. Elle note son art de temporiser, d'attendre, de laisser les autres se dévoiler. Et puis donc, il y a ce matin du 6 janvier 49, ce jour des rois où la famille royale prépare son départ, va aller se réfugier à Saint-Germain sitôt la nuit tombée, ce que je vous racontais au début. Madame de Motteville manque de se faire emporter par la foule à la porte Saint-Honoré, je vous l'ai dit, et après tout, elle est très proche de la reine, elle est première femme de chambre de Sa Majesté, autant vous dire qu'elle pourrait devenir une cible choisie. Les choses vont rentrer dans l'ordre, d'abord sur le plan de la sécurité publique, et puis aussi de l'ordre public, et puis aussi sur un plan plus politique. Mais, comme Madame de Motteville le sent bien, la fronde pour le moment n'en est qu'à ses débuts. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et lorsque cette fronde va devenir la fronde des princes, donc là c'est les 3 grandes années, à la fin de 1650, 1651, 52, jusqu'en 1653, Madame de Motteville observe un changement de nature de ce désordre. Maintenant, c'est plus seulement des colères collectives, ce sont des stratégies personnelles où les différents grands seigneurs qui occupent le devant de la scène agissent selon leurs intérêts et essaient de récupérer le pouvoir. Et les mémoires de Madame de Motteville prennent à ce moment-là une tonalité incomparablement grave. On voit leur auteure attentive aux moindres événements et surtout attentive à l'évolution des êtres et des hommes. Elle est une portraitiste, vous l'aurez compris. C'est cette constance discrète que Sainte-Beuve, encore lui, souligne lorsqu'il écrit, je le cite, «
Sage, secrète, régulière, d'un esprit doux et enjoué avec nuance, d'un coup d'œil observateur qui se contentait de bien voir ce qui se faisait autour d'elle, elle passa ainsi 22 années bien diverses, dont quelques-unes furent agitées des plus violents orages. Fidèle et dévouée, sans se piquer d'être héroïque, elle sut traverser à la cour tant d'écueils visibles ou cachés, sans se détourner de sa voie et en restant dans les règles d'une exacte probité. Peut-être que ces deux mots décrivent le mieux notre témoin idéal de la cour d'Anne d'Autriche, d'une exacte probité. Et jusqu'au décès de la reine-mère, Madame de Motteville va être là, à ses côtés. Et après la mort de Mazarin en 1661, au début du pouvoir personnel de Louis XIV, entre 1661 et 1666, elle est là, bien sûr, Motteville, auprès d'Anne d'Autriche, et qui va assister au dernier jour de celle qui est sa maîtresse et sa protectrice. Je la cite. La grandeur du mal de la reine-mère, la reine Anne d'Autriche souffre d'un terrible cancer du sein qui a été épouvantable. La grandeur du mal de la reine-mère, jointe à son âge fort avancé, donne un sujet de craindre un fâcheux événement. L'on ne désespère pas néanmoins, si la malade est encore en état de faire des remèdes, que l'on ne puisse lui procurer du soulagement et la faire vivre plusieurs années. Souvent, elle disait qu'elle n'aurait jamais cru avoir une destinée si différente de celle des autres créatures, que personne ne pourrissait qu'après la mort et que pour elle, Dieu l'avait condamnée à pourrir pendant la vie. Et oui, c'est ce qui lui est arrivé à Anne d'Autriche, d'assister de son vivant à sa propre décrépitude, en plus très douloureuse. La reine va mourir le 20 janvier 1666, elle a 64 ans à l'époque. Entre parenthèses, 64 ans, Madame de Motteville considère que la reine est d'un âge fort avancé. Bon, les choses ont changé, l'époque n'est plus la même. Motteville, à l'époque, a 45 ans. Et alors qu'un courtisan rassure le jeune Louis XIV en disant combien sa mère fut une grande reine, le roi Louis, vous savez, va avoir cette réponse tout à fait magnifique, en tout cas dans l'état d'esprit de l'époque qu'il faut reconstituer. Il lui répond « Non, monsieur, plus qu'une grande reine, ma mère fut un grand roi ». Après la mort d'Anne d'Autriche, Madame de Motteville va se retirer presque entièrement de la cour. Vous avez bien compris qu'elle était là par et pour la reine. C'était son soutien à la fois social, mais aussi moral et même affectif. Et avec sa disparition, elle perd non seulement celle qui avait fait sa carrière à la cour, qui avait été sa protectrice, mais elle perd la raison même de sa présence au sein des cercles du pouvoir. Elle ne cherche ni à se rapprocher de Louis XIV, qui maintenant est le jeune maître du royaume, ni à trouver une place dans les cercles du règne personnel. C'est un retrait assumé et définitif, et comme tout ce qu'aura fait Madame de Motteville, à commencer par ses mémoires, tout ça est fait dans l'équilibre, la rigueur, une espèce de dignité tout à fait remarquable. Mais elle a toutes ces notes qui ont été prises jour après jour, soir après soir, dans les veilles qu'auprès de sa bougie, elle a réussi à gagner sur les exigences de la cour. Et il y a ces mémoires qui vont être repris, non pour intervenir dans le présent, pas du tout, mais pour mettre de l'ordre dans le passé, si je puis dire, dans tout ce qu'elle aura vu, senti, vécu. Elle relit, Madame de Motteville, elle corrige, elle organise toutes ces petites notes avec ce souci constant de la mesure, de la vérité, d'être le plus fidèle possible à ce qu'elle a honnêtement ressenti. C'est rarissime, vous savez, ça, d'avoir un témoin de l'histoire qui n'essaie pas, on aura plus tard le célèbre duc de Saint-Simon qui va assommer les siècles avec ses merveilleux mémoires, mais qui sont bourrés de points de vue, de préjugés. Il n'y a rien de tel chez Madame de Motteville. Simplement, cette exigence grand siècle de s'approcher au plus près d'une vérité vécue. Ces écrits, il n'est pas question bien sûr qu'ils paraissent de son vivant, ils seront publiés après sa mort et ils nous donneront sur la régence d'Anne d'Autriche et sur la fronde contre Mazarin, ils nous donneront, on devrait dire les frondes d'ailleurs si l'on était précis, ils nous donneront un témoignage extrêmement précieux parce que un témoignage de ce qui se passait à l'intérieur même de la décision royale. Madame de Motteville mourra dans la deuxième partie du règne du grand roi. Elle mourra elle aussi âgée de 68 ans en 1689. Vous écoutez Radio Classique.